Pas de micro, c'est pas grave. Voilà. Donc, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents cet après-midi. Donc, effectivement, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, la visio se fera donc et en présentiel et en visio, puisque l'objectif c'était aussi de pouvoir répondre aux besoins notamment des dom-tom, et donc qu'ils puissent eux aussi avoir accès à ce colloque qui va se dérouler donc en plusieurs étapes. Alors, je vais vous présenter donc les participants qui ont bien voulu venir aujourd'hui. Ensuite, donc une ouverture qui sera donc faite avec moi, donc, je suis la secrétaire générale de la FENAMEF et Madame Galansac qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui. La présentation du service de DIP. Alors, je vous délaisserai dire la terminologie du service de DIP. Donc, je vais nous présenter le cadre juridique de la coopération familiale internationale. Ensuite, un tour de table de professionnels, puisque l'objectif, c'est donc d'aller sur des situations qui sont vécues. Et donc, voilà, au-delà du côté, et on va dire plutôt descendant, et bien c'est bien aussi d'avoir un retour vers des situations. Et ensuite, la conclusion est prospective, avec Mme Diamansa et M. Grand qui sont présents. Voilà, donc en termes de timing, effectivement, l'objectif est terminé à 16h30. Je suis désolée, on avait dit 16h au départ, mais le timing étant très serré, déjà, vous voyez, là, on est un peu hors, c'est pas 13h30 tout poil, donc on va faire de notre mieux. Sachez quand même que l'enregistrement que la vidéo est enregistrée. Donc, si jamais après vous voulez avoir cet enregistrement, vous nous faites la demande et on pourra vous le renvoyer. Il n'y a aucun souci avec notamment les slides pour éviter aussi que vous preniez des notes à certains moments. Sachez que c'est possible. Voilà. Donc, en premier lieu, effectivement, je vais vous présenter les participants. Donc, on a Madame Gadansa qui est médiatrice familiale internationale et magistrat honoraire. Constance Maréchaux, qui est magistrate au service de DIP. Amélie Demange, qui est magistrate au service de DIP. Pierre Grand, qui est administrateur de l'AIFI. Alors, donc, c'est une association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées. Ancien président de la PMF, praticien, formateur, Université de Genève et manager de pratique. Vous avez pu faire ça sur mon slide pour mettre toutes les fonctions qu'il peut avoir. Et donc, Gulnare Amengual, médiatrice familiale, DE et directrice de parenthèse médiation. Et donc, moi, je suis donc la secrétaire générale de la FENAMEF. Et de DIP, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben justement, bon, juste après, Nicole, eh bien, le service pourra se présenter. Donc, effectivement, peut-être moi, je propose d'ouvrir, et après, je vous laisse la main vis-à-vis de la suite de ce que vous allez être amené à dire. En tout cas, pour vous dire que cet après-midi, c'est une après-midi d'information. On n'est pas sur la formation en tant que telle. Effectivement, vu le timing qu'on a cet après-midi, l'objectif, c'est effectivement pour vous de voir quelles sont finalement les différences entre la médiation familiale que l'on peut faire dans son quotidien au niveau national et la médiation familiale internationale. Et pour cela, je tiens justement à remercier les magistrats qui sont présents au niveau de la médiation familiale internationale et donc de DIP, parce que finalement, cette initiative, elle émane d'eux, qui sont venus vers nous il y a quelques temps en nous disant, voilà, on a donc fait un remaniement du service, il y a aussi une évolution au niveau du droit européen, des conventions afférentes. Et pour nous, ça a été l'occasion aussi de pouvoir se dire, très bien, mais derrière, il faut qu'on communique. On communique aux adhérents, on communique largement. Et donc, c'est vraiment cette initiative-là qui nous a amené cet après-midi à organiser ce thème-là. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est une information, mais l'objectif à l'issue, c'est que, eh bien, en fonction, vous, des éléments qui sont fixés, vous dire, est-ce que vous souhaitez peut-être vous lancer dans la médiation familiale internationale, vous donner donc quelques clés, pour quelques vécus, comme on l'a dit tout à l'heure. Sachez que, également, l'objectif, c'est donc de la formation qui soit réalisée en lien aussi avec la FENAMEF. Donc, voilà un petit peu ce qui nous a amené aujourd'hui à vous voir, à vous rencontrer. Voilà. Je vous propose peut-être de prendre la main. Alors, je devais avoir un micro, mais malheureusement, mais je pense que du coup, à la visio, ils ont l'air de bien vous entendre. Donc je vous laisse. Bon, ben, moi, je suis très honorée et heureuse de pouvoir partager avec vous mon expérience de la médiation familiale internationale.
que j'ai pratiqué pendant 4 ans au ministère de la Justice, puisque j'avais été appelée en 2002 à animer une cellule de médiation internationale qui s'appelait la MAMI, Mission d'aide à la médiation internationale pour la famille, et qui avait été créée, oui, en 2002. Et puis, j'ai eu à traiter, pendant la période où je passe à la chancellerie, environ 200 situations de conflits internationaux où un parent, qui pouvait être ou français ou étranger, demandait à la cellule une médiation. Et c'était notamment dans les cas très douloureux d'enlèvement d'enfants. C'est ce que j'ai traité principalement, mais j'en ai traité d'autres. Ensuite, quand j'ai été magistrat, je suis redevenue magistrat, vice-président au tribunal de Paris, et puis médiatrice après l'association des contrôles magistrats. Donc, en arrivant à cette mission, le défi auquel j'ai dû faire face, c'est d'adapter le processus de médiation interne à la spécificité des conflits familiaux transfrontières. Comme j'étais déjà munie, quand je suis arrivée à la chancellerie, d'un premier diplôme de médiation obtenu au CNAM, après j'ai été diplômée ensuite, mais comme j'avais ce diplôme, je connaissais donc l'éducation familiale, je me suis transformée, j'ai décidé de me transformer moi-même en médiatrice pour régler. Je n'étais pas prévue pour ça, j'étais prévue pour animer le service, mais là, je me suis transformée en médiatrice. Et quand la médiation était acceptée par les 2 parents, eh bien, j'ai pu conduire une soixantaine de processus de médiation familiale entre parents binationaux de toutes les nationalités de la planète. Donc, ça a été une expérience assez extraordinaire parce que j'ai dû mettre au point des méthodes particulières, souvent inédites, parce qu'à cette époque, on ne connaissait pas du tout la médiation internationale, et des méthodes dans des situations qui étaient inexplicables, qui n'avaient pas pu être résolues par la justice. Et donc, j'ai eu la chance d'aboutir, grâce à ces processus, à une majorité d'accords, avec des résultats vraiment très gratifiants en termes de maintien, de rétablissement, parce qu'il y avait un enfant, de rétablissement total des liens de l'enfant à un de ses parents, dont il avait perdu le contact parfois depuis des mois ou des années. Donc, j'ai terrorisé les méthodes que j'ai mises en place dans un livre qui s'appelle La médiation familiale internationale, la diplomatie du cœur dans les enlèvements d'enfants, ou si vous le lisez, vous pourrez lire des dizaines de situations que j'ai traitées par la médiation. Donc, pour la médiation familiale internationale, c'est, il faut bien l'avouer, une pratique aujourd'hui qui est balbutiante. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, j'en parlerai de ça. Mais elle ne va pas manquer de se développer, c'est certain, et même de devenir incontournable. D'abord parce qu'avec la mondialisation des échanges, eh bien, les séparations de couples binationaux sont en augmentation exponentielle. D'autre part, parce que nous entrons aujourd'hui, tout récemment, dans un nouveau paradigme de résolution des conflits familiaux qui a été annoncé par notre ministre de la Justice, et j'étais à ce colloque la semaine dernière à l'Assemblée nationale, où il a présenté son objectif de pacification par le recours prioritaire à l'amiable qui doit prévaloir sur le réflexe du tout judiciaire comme premier recours. Donc, ça, c'est vraiment un espoir extraordinaire d'avoir les pouvoirs publics de notre côté. Et troisièmement, dans cette matière, nous avons toutes les conventions internationales qui préconisent le recours à la médiation. Avec, dans le dernier état des textes, le dernier règlement européen Bruxelles II, dont on va vous parler au début, qui est vraiment incitatif et incitateur des processus amiables, avec notamment, et ça c'est vraiment formidable, l'obligation pour les juges de proposer la médiation familiale. C'est vraiment nouveau et qui va, j'espère, pouvoir faire développer la médiation familiale internationale. Donc, on a un certain optimisme à avoir, malgré les obstacles à la médiation familiale internationale, et je crois que vous allez passer, du coup,
au PowerPoint où je vais vous expliquer justement la spécificité des conflits familiaux internationaux qui va dicter d'autres méthodes de médiation. Donc, pourquoi j'ai appelé la spécificité des conflits familiaux les mots-clés, les mots MAU? Pourquoi? Parce que dans toutes ces situations, nous sommes dans des cas de violence très particulières, dans des situations juridiquement inextricables et psychologiquement ravageuses pour les parents et pour les enfants. Donc, les mots-clés, qui caractérisent ces conflits familiaux. Pourquoi? Parce que le conflit d'origine d'un couple que vous connaissez tous est dans le terrain international démultiplié par 100. C'est pour ça que c'est vraiment un mal, c'est vraiment des mots. Et j'ai énuméré 7 mots principaux. Et tous ces mots, la distance géographique, on va les énumérer, on va voir, s'additionnent toujours dans tous les cas internationaux, ils s'additionnent les petits pour faire un bloc qui fait vraiment obstacle a priori, tellement les situations sont dramatiques, a priori aux médiations. Et c'est pour ça que la médiation familiale internationale est si peu développée, parce que les situations sont trop dures et on va voir pourquoi. Donc, pourquoi la distance géographique? D'abord, elle va aggraver le traumatisme de l'enlèvement de l'enfant, pour le parent qui l'a subi, qui arrive un soir chez lui, qui voit la chambre de l'enfant vide. Donc, c'est un vrai trauma. Et puis, il va s'en suivre une coupure immédiate de ses contacts avec l'enfant qui est disparu parfois à des milliers de kilomètres, et le contact avec l'autre parent qui se cache et qui ne veut surtout pas dire où il habite pour éviter tout ça. Donc, distance géographique. La violence psychologique, pourquoi? Parce qu'on est dans des situations toujours explosives, ce sont des situations qui entraînent l'enlèvement. Et même quand on n'est pas un cas d'enlèvement, quand on est dans un cas où un parent refuse à l'autre, à l'étranger, le contact avec l'enfant, ce sont des situations toujours violentes et où il y a une haine entre les parents terrible, il y a un désir de vengeance, où il y a une perte absolue de confiance. Surtout pour le parent qui est délaissé, celui qui a subi l'enlèvement, une perte définitive, pratiquement, je l'ai vu dans toutes les situations, presque définitive de confiance. C'est pour ça que c'est difficile de la rétablir en médiation, mais on y arrive. Et c'est des situations dans des purs rapports de force. Pourquoi des rapports de force? Parce que soit on est dans des situations où il y a une solution juridique. La Convention de La Haye, on va la voir, et elle va être largement expliquée par le DEDIC. Moi, je vais vous expliquer juste quelques points déterminants. Quand il y a des situations, des rapports de force de fait. Pourquoi? Quand il n'y a pas de convention internationale, le parent qui a enlevé l'enfant se trouve dans une situation, une position de force absolue. Aucune condamnation d'un État étranger ne pourra s'appliquer à lui, ne pourra le forcer à ramener l'enfant. Donc, il est dans une situation de rapport de force absolu et il n'a pas envie de négocier. En revanche, quand, par chance, on a la possibilité d'appliquer la Convention de La Haye, qui s'applique à 101 États, aujourd'hui, la plupart des pays, des États occidentaux, et bien sûr tous les États de l'Union européenne, quand on a cette chance, malgré tout, il y a quand même des positions de force. Il y a justement, alors, cette convention permet aux parents délaissés, aux parents qui ont été victimes de l'enlèvement, de pouvoir obtenir par la justice, après une procédure, on va expliquer comment, le retour immédiat de l'enfant. Donc là, grâce à cette convention, il se trouve lui dans un rapport de force positif. Je veux dire, et il va se prévaloir de ce qu'il va gagner
presque automatiquement, grâce à la Convention de La Haye, pour refuser de négocier. Ça, je l'ai vu aussi dans des dizaines de cas. Donc, après, je vais passer plutôt, parce que c'est ça qui est déterminant dans les situations, la dualité des systèmes juridiques. On est face aux systèmes juridiques différents de deux États qui sont en concurrence. Une guerre sans merci va commencer entre les parents. Chacun va saisir la justice de son pays, qui lui donne la plupart du temps raison parce que ce que j'appelle le nationalisme judiciaire, et les décisions rendues vont être inapplicables dans l'autre pays. On assiste à de véritables thrillers judiciaires, où il va y avoir une décision rendue, même dans le même pays, en première instance, où on ordonne le retour de l'enfant, et puis en appel, on interdit le retour de l'enfant. Ça va placer, toutes ces procédures vont placer les parents dans une insécurité juridique majeure qui les désoriente et qui les ruine par des procédures conduites sur le sol. Donc, d'une façon générale, quelle que soit la décision qui a été rendue, il y a une difficulté, on va y revenir pour la Convention de La Haye, il y a une très grande difficulté, même dans l'Union européenne, où pourtant les décisions sont exécutoires dans l'autre État, des grandes difficultés d'exécution à l'étranger. Pourquoi? Quand le parent qui a l'enfant s'oppose et résiste à l'exécution, c'est très difficile pour le parent qui est à l'étranger de venir sur place, d'obtenir l'exécution. Donc finalement, on peut dire que les situations judiciaires sont en impasse, et même dans la Convention de La Haye, qui est indispensable, puisqu'elle a ce mérite de prévenir les enlèvements d'enfants en disant que le retour de l'enfant doit être ordonné en principe, et qu'il y a les exceptions dont on va vous parler. Mais même quand la Convention de La Haye s'applique, c'est bien, le résultat, ça va être le juge qui statue en vertu de la Convention de La Haye ne peut pas se prononcer sur l'intérêt de l'enfant à long terme. Il ne peut pas dire où est l'intérêt de l'enfant d'habiter dans quel pays, avec quels parents et quels droits de visite vont être eux. Il ne peut que soit ordonner le retour, soit le refuser, comme un référé, sans examiner le fond de la situation. Si bien que le résultat, c'est qu'il va y avoir un parent qui va gagner l'enfant, s'il y a le retour, et l'autre qui va le perdre. Et il va y avoir donc deux parents qui vont être, par l'effet des procédures, être tellement animés de haine que ça va être impossible qu'ils maintiennent le lien de l'enfant à leurs deux parents. Et l'enfant, dans toutes ces procédures, Convention de La Haye, pas Convention de La Haye, l'enfant est dans le risque de perdre provisoirement, en tout cas, ou pendant un long temps, le lien à l'un de ses deux. Et c'est ça le fléau. Et c'est ça qu'a voulu empêcher la Convention de New York, dans son article 5, qui prévoit, 9, pardon, qui prévoit le maintien du lien, enfin, qui prévoit l'obligation pour les deux parents, de maintenir les liens réguliers de l'enfant à ses deux parents. C'est un peu dans un état étrange. Donc, la dualité, alors non, l'enfant là, il est otage purement et simplement du conflit des parents. Et puis, ça va être terrible pour lui parce que il est divisé et insécurisé, hein, il est arraché déjà à un pays. Et puis, quand il va être hébergé par le parent qui l'a enlevé, il va tourner à la vision du parent hébergé. C'est pratiquement, on va dire, qu'il va être aliéné de cette vision. Pratiquement, on est dans des cas, même si on ne peut pas dire, de syndrome d'aliénation parentale. Et il va être amené, du coup, à lui-même, l'enfant, à rejeter et à ne plus vouloir rencontrer le parent dont il a été séparé. Il va être amené à ça, et ça va être difficile, même quand il y a des décisions de retour, que l'enfant accepte, et ça va être très difficile même de les exécuter. Donc, après ça, c'est le fossé des cultures. Bon, ça, on sait évidemment qu'au départ,
la différence des cultures entre les parents, c'est une richesse. Mais quand il y a conflit, ça devient un fossé radical entre eux. Et qui se superpose par la différence, la divergence des systèmes culturels des deux États. Qui peut être radicalement différent. Les États où le rôle de la mère est prédominant et les États où le rôle du père, les États islamistes notamment, est prédominant. Donc voilà, ça renforce encore la violence de ces situations. Je ne vais pas vous parler parce qu'on n'a pas assez de temps. Des pressions extérieures. Bon, les avocats qui n'ont pas très envie de favoriser une médiation, pourquoi? Parce qu'ils ont ce réflexe, ils disent c'est très juste. Et puis, il va y avoir, pardon de le dire, mais j'ai la chance quand même, en tant que médiatrice, d'avoir des avocats. Moi, des médiations internationales, parce que je crois à la médiation. Et ils passent, et ça, c'est formidable. Et on y arrive. Voilà. Bon. Mais la plupart, malheureusement, et même les juges, ne croient pas à la médiation. D'abord parce que dans le système de la Convention de la Haye, les délais qu'on va vous expliquer sont très stricts et les juges doivent statuer dans un délai très court. Et ils ont peur de risquer d'ordonner des médiations. Mais heureusement, j'ai eu la chance, moi j'ai ordonné des médiations, mais la famille internationale, quand je suis revenue comme juge à Paris délégué de juge de Convention de la Haye, délégué, et j'ai pu ordonner des médiations, de prescrire aux médiateurs que les médiations se passent dans le délai de 15 jours. Et là c'est réalisable. Quand les médiateurs sont prévenus, moi, le juge, quand c'est moi qui suis devenue médiatrice, le juge m'a appelé, Madame Galançon, est-ce que vous voulez me garantir que vous allez faire la médiation dans le délai de 15 jours, 3 semaines? J'ai dit oui, d'accord. Donc, il faut être prêt, il faut être préparé, et il faut connaître. En plus, on va parler des connaissances du médiateur nécessaires. Donc, on va passer sur tout ça et on va passer donc aux mots-clés. Pourquoi les mots-clés MOTS? Parce que le remède à ces mots MAX, ce sont les mots-clés que va prononcer la médiation, qui est un processus de parole, qui est un processus d'apaisement, qui va pouvoir régler les situations de façon globale et pérenne. Et comment va faire le médiateur? Le premier, dans la première nécessité du médiateur, c'est de faire en sorte que les parents puissent s'expliquer sur l'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce ressentiment? Parce qu'il faut bien comprendre que même si l'enlèvement est une violence, la plupart du temps, c'est une réponse à une première forme de violence de l'autre parent. Et je peux vous le dire, dans toutes les situations que j'ai traitées, il y avait une responsabilité des deux parents. Et c'est ça l'avantage de la médiation. En médiation, ils vont pouvoir s'expliquer sur leur part à chacun, s'excuser, et c'est là que va pouvoir advenir la pacification du conflit et un accord. Donc, alors maintenant, on peut passer au deuxième slide. Comment les méthodes de la médiation internationale pour répondre, les mots-clés MOTS pour répondre aux mots-clés MAX. D'accord? Donc, premier, la distance. Ah non, mais là, alors, ça, c'est les rapports de force. Le premier, c'est la distance géographique. Voilà. Distance géographique, il est bien évident que dans l'international, on ne va pas pouvoir faire une rencontre de médiation en face à face. Tout de suite à cause de la distance. Et on va être obligé de faire un processus de médiation en navette, qu'on appelle en navette, avec des allers-retours du médiateur avec chaque parent. J'ai passé des heures avec chaque parent quand j'étais à la mission, des heures avec chaque parent pour faire passer la parole de l'autre, pour faire passer un message de paix. Et c'est très important parce que grâce à ces entretiens séparés, il va s'établir entre le médiateur et chaque parent une relation de confiance qui va être déterminante. Parce que finalement, le parent, il n'y a pas d'autre médiation que dans une médiation nationale. La médiation, elle se fait par le droit, le même droit. Mais là, on a deux droits différents. Donc, le point commun va être quand même que le médiateur
qui est là pour les deux parents et pour l'enfant et qui va être le pont de communication indispensable. Donc, des entretiens séparés, la relation de confiance, ça c'est pour la distance géographique. Pour la violence psychologique, alors là, on va être obligé de faire des étapes préalables. Les situations sont tellement violentes qu'on va être obligé de faire des étapes préalables de négociation sur l'entrée même en médiation. Parce que le parent qui est en position de force, il va poser des conditions. Par exemple, le parent qui est dans un pays hors convention, à l'abri, personne ne peut, voilà, en situation de force, il va poser des conditions et il va dire, moi, je veux bien ramener l'enfant. Ça, c'était dans toutes les situations avec les États du Sud, par exemple le Maghreb, l'Égypte, etc. Je veux bien ramener l'enfant, mais comme j'ai un mandat d'arrêt sur le dos, je veux qu'on enlève ce mandat d'arrêt et que je ne sois pas arrivée pour arriver en situation de dignité. Et je serai d'accord pour remettre l'enfant à d'autres conditions, bien sûr. Il va falloir que le médiateur négocie un équilibre et le retour de l'enfant à des positions égales entre les parents avec une vraie coparentalité. Ça va être ça le rôle de la médiation. C'est de rétablir une vraie coparentalité où les deux parents sont dans une situation égale. Et donc, souvent, j'ai été obligée avec les avocats de à la mission même, avec les avocats de chaque partie, de contacter les parquets qui ont accepté, avec la perspective d'un protocole d'accord, de lever les mandats d'arrêt. Et de façon pareille, j'ai obtenu les juges d'instruction qu'ils s'engagent, si l'enfant revenait grâce à la médiation, que le parent soit libéré. J'aurais des situations tellement extraordinaires. Je n'aurai pas le temps, mais voilà, on va essayer de faire le maximum. Donc, l'enfant, oui, ensuite, l'enfant est perdu. Alors, là, c'est très important. C'est là que j'ai découvert et que j'ai initié, comme dans ma pratique de médiatrice internationale que j'ai appliquée dans ma médiation interne, j'ai initié l'idée de la participation de l'enfant à la médiation. J'ai demandé donc d'intervenir l'enfant. Et pourquoi? Parce que je voulais que, grâce à l'écoute de l'enfant dans un cadre confidentiel, dans une relation de confiance créée avec le médiateur, l'enfant puisse plus facilement se dégager de l'emprise du parent hébergeant, se décoller de cette emprise. Grâce aussi à la parole du médiateur, à des messages pédagogiques du médiateur, tu as le droit de garder, d'aimer tes deux parents. Tes deux parents-là, tu as le droit. Et je suis arrivée avec tous les enfants que j'ai écoutés en médiation, ça a été extraordinaire parce qu'à partir du moment où l'enfant acceptait de reprendre contact avec l'autre parent, accepter lui-même, et bien à ce moment-là, les deux parents étaient forcés de s'accorder sur une médiation où l'enfant trouverait le moyen d'organiser le temps de l'enfant entre les deux parents, même à des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est ensuite le fossé des cultures. Ben voilà. Donc ça, c'est très, très important. C'est peut-être la particularité principale de la médiation internationale. C'est que... Non. Alors, attendez, pardon. Oui, d'accord, non, très bien. La dualité des systèmes juridiques. Voilà. À partir du moment où, justement, les parents vont s'entendre et vont pouvoir construire un accord de médiation, cet accord de médiation va pouvoir, il doit être sécurisé juridiquement, et il doit nécessairement être reconnu, être dans l'autre pays et exécutoire dans l'autre pays. Et ça, il faut vraiment que le médiateur fasse la médiation en coopération obligatoire avec les avocats qui doivent sécuriser les accords de médiation. Mais alors là, quand il y aura eu un accord de médiation exécutoire,
la médiation offre une sécurité supérieure à la justice. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quand j'ai envoyé mon livre au président de la Cour de cassation à l'époque, il m'a écrit « Je ne peux que souscrire à la définition que vous donnez de la médiation internationale, culture de la relation et du dialogue, recherche d'une entente, synonyme de compréhension mutuelle et d'un accord susceptible d'apporter plus de sécurité que la seule justice. » Pourquoi? Parce que les parents sont d'accord, ils vont le faire spontanément. Et puis, à partir du moment où l'accord est homologué dans les deux pays, il n'y aura plus de risque d'enlèvement à l'occasion du droit de visite et d'hébergement exercé par un parent dans l'autre pays. Voilà. Donc ça, c'est la construction d'un droit commun. Les cultures, là, du coup, on va arriver aux différents dualités des cultures, qui va être donc déterminant sur les modalités, comment on va faire la médiation quand il y a deux cultures, deux États, et non, et surtout deux systèmes. C'est pas grave, le système optimal, parce qu'il peut y avoir deux solutions, ou un médiateur unique, qui va être forcément le médiateur d'un des deux pays concernés. Et là, le problème, c'est que l'impartialité de la médiation va être peut-être mise en doute par le parent étranger. Et il va falloir, dans ces cas-là, renforcer absolument l'impartialité du médiateur. Par exemple, quand j'ai eu des situations où à la mission, où j'étais le médiateur français face à un parent étranger. Justement, dans une situation où le parent étranger a été emprisonné et où il a été libéré parce qu'il a accepté de ramener l'enfant grâce à la médiation que j'ai pu faire entre les deux parents, en prison, notamment en prison. Et j'ai fait, au retour, j'ai fait la médiation de ce parent étranger et du parent au consulat. C'était une situation égyptienne. J'ai fait la médiation au consulat d'Égypte pour que justement le parent étranger se sente vraiment réhabilité, parce qu'il avait été quand même mis en prison alors qu'il avait été mis en prison parce qu'il a enlevé l'enfant, et c'est uniquement parce que la mère s'est opposée à tout le droit de vie. Elle lui avait interdit pendant 2 ans de voir. Et il m'a dit en prison, madame, il n'y a que la violence comme réponse. Quand on n'a pas été entendu, il n'y a que la violence. Et donc, quand il a été libéré, il était quand même, il a été doublement humilié parce que la femme l'avait piégé, bon, c'est trop compliqué. Et il avait été piégé parce que la mère lui avait promis que s'il revenait, s'il revenait, elle se marierait avec lui. Parce qu'en Égypte, non, c'est très important, c'est là où les cultures interviennent. En Égypte, l'enfant né d'un enfant hors mariage est un bâtard. Donc, il ne peut pas être considéré dans son pays comme un enfant normal. Et donc, le père égyptien qui avait enlevé l'enfant avait dit à la mère, je veux bien ramener l'enfant, mais seulement si tu te maries. Et la mère avait dit, ok, on va se marier, reviens. Alors, il est revenu, mais qu'est-ce qu'elle avait fait, la mère? Elle avait prévenu la police et il a été arrêté. Mais heureusement, pour lui, il n'avait pas ramené l'enfant. La mère a été piégée. La mère a été piégée. Et c'est là que ce parent que j'ai eu, c'est là que le parent en prison, j'ai dû négocier. J'ai pu faire la médiation en prison. Et ça a été extraordinaire. À la médiation, pourtant Dieu sait si c'est lourd, la médiation en prison, mais ils ont pu quand même pleurer tous les deux. Il l'a montré dès qu'elle est arrivée. Il a jeté sur la table de la cellule toutes les photos qu'il avait prises avec l'enfant qu'il avait emmené en Égypte chez ses parents. Et il dit, voilà, regarde comme il est bien avec moi. Et ça, si tu m'as empêché pendant 2 ans de le voir, regarde comme l'enfant est bien avec moi.
Et elle, quand elle a vu ça, quand elle a vu son enfant qu'elle avait pas vu depuis un an, elle s'est mise à pleurer, elle lui a demandé de l'excuser, lui a demandé pardon. Ils se sont demandé pardon mutuellement. Et là, à ce moment-là, il a dit, OK, on va, et on a téléphoné aux grands-parents de la prison pour leur ordonner que l'enfant soit ramené en Égypte. Je vous passe, ça a duré 10 mois, mais ça a été arrivé à, ben c'est évidemment avec tous les obstacles qu'il y a eu sur le chemin, je ne peux pas vous les raconter, ça en aurait pour 2 heures. Et finalement, l'enfant est revenu, et c'est là qu'on a fait la médiation en France. Donc, où j'en étais. Donc, ça, c'est quand il y a un médiateur unique, ça, c'est embêtant. Mais il faut qu'il soit d'une grande vigilance. Quand il y a une médiation binationale, vraiment le top et l'optimal, c'est de prendre un médiateur dans chaque pays. Parce qu'il connaît le parent son pays, il connaît sa langue, il connaît sa culture, et il pourra l'expliquer au médiateur de l'autre pays, parce qu'il est bien évident, il n'y aura pas un médiateur pour l'un, un médiateur pour l'autre. C'est des comédiations dans un tandem totalement impartial selon l'éthique de la médiation, mais les médiateurs vont pouvoir échanger entre eux pour que les parents puissent mieux comprendre la culture de l'autre et le système juridique de l'autre. Donc, l'idéal, c'est la comédiation binationale, soit indirecte, dans les deux, en visio dans les deux pays, soit, comme j'avais fait dans les médiations franco-allemandes à la mission internationale, à la chancellerie, deux médiateurs, les deux médiateurs dans un seul pays, le pays de l'enlèvement, qui travaillent tous ensemble avec les parents en présence. Et ça, c'est un gros luxe. On ne peut pas se permettre, c'est trop cher. Donc, voilà. Après, il y a les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardon? Voilà. Voilà, les avocats, je vous l'ai dit. Ça y est, on en a parlé. Les juges, je vous l'ai dit, on en a parlé. D'abord, ils ne connaissent pas la médiation, ils ont peur de leur donner. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il y a ce règlement Bruxelles de terre qui oblige le juge à proposer la médiation. Après, est-ce qu'ils vont le faire? On verra. Hein? L'enfant doit être entendu, mais dans les procédures judiciaires, pas en médiation. Enfin, bien sûr qu'en médiation, bien sûr, mais bien sûr que c'est idéal qu'il soit entendu en médiation, et quand il sera entendu en médiation, on dira dans les protocoles d'accord, pour le cas où, que l'enfant a été écouté en médiation. Même si c'est pas Bruxelles de terre, il prévoit l'écoute par le juge. Et c'est important, si dans l'accord de médiation, le juge sait, pour l'homologuer, qu'il a été écouté en médiation. Donc, en conclusion, parce que je ne vais pas me prendre trop de temps, vous voyez que l'intérêt, oui, c'est ça, l'intérêt de la médiation ça va être de pouvoir faire un accord global, pas seulement sur le retour, mais également sur comment il va être élevé dans une coparentalité par les parents, comment il va faire les trajets entre les deux, comment les contacts vont être maintenus entre les deux parents malgré les milliers de kilomètres par une vision tous les jours. Si ça se trouve, il y a des médiations, une vision tous les jours peut-être pas, mais au moins une visio par semaine, pour que le lien puisse être vraiment continu, établir des règles très strictes dans mes conventions parentales. Je fais des règles très strictes sur les rapports entre les parents, sur les obligations des parents envers l'autre, sur les obligations de communication entre les parents, toutes les obligations de l'autorité parentale, mais renforcées. Et puis, ce qui est important, c'est que, justement, ah oui, alors c'est formidable parce que grâce à la médiation, on va pouvoir prendre un accord, non seulement sur la coparentalité, mais pas seulement sur le retour, mais sur la contribution à l'entretien de l'enfant. Sur la prestation compensatoire, j'ai fait des accords de médiation qui tiennent compte également de la prestation compensatoire. Et là, ça a été le must d'amener les parents à se mettre d'accord sur un dossier politique. J'ai eu plusieurs procédures où, grâce à la médiation, les parents sont mis d'accord après des procédures qui avaient duré des années, qui arrivent, grâce à la médiation, à faire un consentement mutuel. Donc, voilà. Alors, vous avez bien compris qu'il faut quand même
des compétences particulières pour ces médiateurs familiaux internationaux, pour qu'ils aient quand même une connaissance minimale du contexte, tout ce que je vous ai dit. Il faut que vraiment ils s'imprègnent de cette spécificité et de méthodes particulières qui s'imprègnent de la connaissance des conventions internationales. C'est impossible de faire une médiation internationale si on n'a pas compris ce que c'est que la Convention de La Haye. C'est pas possible. Donc, des connaissances interculturelles du cas qui leur est présenté, la maîtrise de la langue des deux parents, ou d'une langue commune en tout cas, entre les deux parents, la coopération indispensable avec les avocats, et tout ça s'apprend, ça aussi. Voilà, donc ça, c'est les compétences particulières des médiateurs. Je crois que j'ai... Ça y est, je crois que j'ai dit... J'ai réussi à caser. Ça, c'était une information, mais la formation que j'ai donnée pendant 6 ans à Ipomène durait une journée pour raconter tout ça à tous les cas présents. Pour une journée au minimum de formation et puis voilà. Donc je cède la parole à Odédie. Il y a tellement de choses capitales à vous apprendre sur le droit. Ça fait une très bonne introduction en matière. Vraiment très nice. Merci. Est-ce que vous pouvez y aller? Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à Madame Noudou et à la Cour de nous avoir invités pour cet après-midi. Donc, je me présente, je suis Amélie Demange, je suis magistrate et donc je travaille au DEDIP, qui signifie le département de l'entraide du droit international privé et du droit européen, du ministère de la Justice. Merci, bonjour à toutes et tous, pourquoi faire des choses. Je suis magistrate également. Je travaille aussi comme la collègue Amélie Demange. D'ailleurs, on partage je travaille de manière vraiment très proche. Je travaille aussi à la justice, au département d'entraide. Et donc, à savoir qu'auparavant, nous étions tous les deux juges dans des juridictions. Nous avons la possibilité, dans le cadre de passer de la juridiction au ministère de retourner en juridiction. Voilà, donc Amélie a été juge d'affaires familiales et moi j'ai passé l'immersion. Donc, nous allons vous présenter le rôle de l'EDIC dans le cadre justement de la médiation familiale internationale. D'abord, pour que vous compreniez ce qu'est le DEDIP, donc nous sommes un service spécialisé du ministère de la Justice. Nous sommes organisés. Oui, pardon. Nous sommes organisés très simplement. Donc, nous avons le chef de service, Madame Tania Gévin, et qui dirige ce département qui est divisé en 2 pôles. Donc, le pôle de la coopération familiale, qui travaille sous la houlette d'un adjoint à la chef de service. Donc, Constance et moi travaillons justement dans ce pôle de la coopération familiale. Ce pôle de coopération familiale assure la mise en œuvre en tant qu'autorité centrale des conventions internationales et des instruments européens relatifs aux enlèvements internationaux d'enfants, protection internationale des mineurs et protection internationale des adultes vulnérables. Nous sommes 6 dans ce pôle. Donc, on nous appelle comme rédacteurs, c'est notre désignation. Donc, nous sommes plusieurs magistrats, mais nous travaillons également avec des collègues avocats et juristes, ainsi qu'avec 4 greffiers. Et chaque rédacteur travaille à un portefeuille de pays. Donc, par exemple, moi, je travaille sur les enlèvements internationaux d'enfants, la protection des mineurs et tout ce qui est droit de visite transfrontière. Et les pays de mon portefeuille, les plus importants sont la Pologne,
le Maroc, je travaille également avec la Suède, l'Autriche, la République tchèque, Israël, la Nouvelle-Zélande, les pays hors convention, essentiellement les pays d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, c'est assez varié. Voilà. Et donc, il y a un deuxième pôle qu'on appelle chez nous le DIP, donc pour le droit international privé, qui a également un adjoint. Et ce pôle-là assure davantage, également en tant qu'autorité centrale, de la mise en œuvre de différentes conventions internationales et des instruments européens relatifs à tout ce qui est obtention des preuves, transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, apostille, etc., etc. Et les deux pôles ont une fonction un peu commune en matière de négociation internationale, enfin, négociation de conventions internationales et règlements européens. Donc, comme je vous le disais, notre champ d'action est assez varié. Enlèvement international des enfants, droit de visite transfrontière, protection des mineurs et protection des adultes vulnérables. Mais notre activité principale et les dossiers sur lesquels nous travaillons, nous avons le plus de dossiers concernent les déplacements internationaux d'enfants. Donc par là, il faut entendre soit le déplacement d'un enfant qui a sa résidence habituelle en France et qui est emmené par son autre parent dans un autre pays étranger, ou bien un déplacement d'un pays étranger vers la France. Donc, vous avez entre parenthèses le non-retour. C'est ne pas rare d'avoir des situations où, par exemple, ce sont les vacances scolaires. Le parent de nationalité étrangère, par exemple, dit « Je vais voir ma famille pendant 3 semaines. Je rentre à quelle date ?» Oui, d'accord. Et à l'issue des vacances, il ne rentre pas. Donc là, ça va dire ce qu'on appelle une rétention illicite. Alors qu'au début, le parent, on va dire parent français, avait acquiescé pour que son enfant parte dans l'autre pays, mais pour ne pas rien faire de bon. Alors, le début contient ce qu'on appelle une autorité centrale, c'est-à-dire que nous avons une compétence particulière et cette compétence, en fait, est déterminée selon un certain nombre d'instruments juridiques. En ce qui concerne, par exemple, les déplacements internationaux d'enfants, nous allons appliquer différents textes internationaux selon que le déplacement a eu lieu au sein de l'Union européenne ou selon qu'il a eu lieu en dehors de l'Union européenne. Et là, vont s'appliquer différents instruments internationaux qui nous désignent spécifiquement comme autorité centrale. Donc, pour l'Union européenne, nous avons la Convention de l'AE 1980 qui est vraiment spécifique aux enlèvements internationaux d'enfants et, comme Mme Valencia l'a expliqué dans son introduction, le dernier règlement européen qui s'appelle Bruxelles Inter, qui est un règlement sur la responsabilité parentale, et également l'enlèvement international d'enfants. Il y a des dispositions spécifiques qui font écho aux dispositions de la Convention de l'AE de 1980. Donc, nous les appliquons de concert. Et en ce qui concerne tous les déplacements hors de l'Union européenne, donc nous avons à nouveau la Convention de l'AE, la Convention de 1996 qu'on appelle plus communément la Convention sur la responsabilité parentale, et ensuite nous avons tout ce qui est ce qu'on appelle les conventions bilatérales, qui concernent notamment les pays du Maghreb, voilà. Convention bilatérale, par exemple, entre la France et le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Et nous avons ce qu'on appelle des pays hors convention. Dans nos jargons, les pays hors convention sont les pays qui n'ont pas adhéré aux conventions de l'AE ou qui n'ont pas de convention bilatérale avec la France, qui, dans ce dernier cas, complique la résolution des déplacements. Alors, je vais donc faire un petit particulier sur la Convention de 1980, avant de laisser la parole à ma collègue sur la Convention de 1987. Donc, comme vous le voyez, cette convention qui est développée sous les auspices de la Conférence internationale de l'AE du droit international privé. Donc, cette conférence internationale qui se situe à l'AE aux Pays-Bas est une organisation intergouvernementale mondiale où sont élaborés tous les instruments internationaux en matière civile et commerciale. Ils y sont négociés et une fois qu'ils sont adoptés et ratifiés par les différents parties contractantes, il y a tout un suivi qui est prévu.
C'est une convention ancienne qui date de 1980 et à l'heure actuelle, il y a 103 parties contractantes. Donc, c'est une des conventions de la Haye, qui est le plus grand nombre, qui a un nombre d'États parties, parmi les plus importants. On va passer à la slide suivante. Donc, cette convention qui est vraiment l'instrument spécifique aux côtés du règlement de Bruxelles de terre sur les enlèvements internationaux des enfants a un objet assez vaste. Si vous arrivez à lire, notamment pour ceux qui sont pour la salle, premièrement, c'est protéger les enfants des effets dommageables dans des façons dans leur illicite, puisque comme on prend vos propos, Madame Ganoncia, quand nous sommes dans des situations déjà de séparation de ça avec les sexuels, et quand il y a justement une dimension internationale avec une distance géographique, les effets dommageables sur les enfants sont beaucoup plus importants, puisque voilà, des fois les enfants ne savent pas qu'ils veulent partir dans l'autre pays et qu'ils ne reverront peut-être pas leur autre parent, et donc il y a une rupture brutale des contacts, des liens avec le parent qui continue à résider dans la résidence, sur le lieu de résidence habituelle de l'enfant. L'objet de cette convention, c'est vraiment d'assurer le retour immédiat dans l'état de résidence habituelle de l'enfant afin de rétablir la situation à ce qu'elle était avant le déplacement illicite. Au niveau de la procédure, très brièvement, le parent lésé, on l'appelle comme ça, celui dont l'enfant a été déplacé illicitement, va soit saisir un avocat qui va se mettre en lien avec nous, ou soit nous saisir directement, va remplir ce qu'on appelle un formulaire de retour, et nous allons transmettre à notre homologue dans le pays où l'enfant a été déplacé. Et ensuite, ce formulaire de retour sera transmis au juge. Si l'enfant est localisé avec son parent, sera transmis donc au juge d'affaires familiales compétent. Et il y aura ensuite une procédure judiciaire qui va s'engager, mais uniquement dans un premier temps pour statuer sur le retour de l'enfant. Et il est prévu que tout cela se fasse dans un délai extrêmement rapide. Le but également, c'est de priver le parent ravisseur des avantages procéduraux qui pourraient résulter du déplacement illicite. Dans les situations que nous traitons, il n'est pas rare de voir que le parent qui a déplacé sans l'accord de l'autre l'enfant dans son pays d'origine va saisir tout de suite le juge des affaires familiales pour se voir attribuer la résidence de l'enfant. Mais ça, normalement, ça n'est pas possible. Et le juge du pays de refus doit se soir à statuer si de l'autre côté, s'il a visite une procédure de refus. Le but de cette convention, c'est de dissuader les parents qui seraient tentés de procéder à des rétentions illicites et à des déplacements illicites de le faire, et de tout mettre en œuvre pour que les droits de visite, ou en tout cas les liens avec le parent lésé, soient maintenus. Au niveau donc maintenant du champ d'application de cette convention, je commencerai tout d'abord par le dernier point. Cette convention s'applique aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Une fois que les enfants ont plus de 16 ans, cette convention ne s'applique plus. Cette convention est effective uniquement dans les États, entre les États qui ont adhéré à cette convention après, dont les déplacements ont lieu après l'entrée en vigueur de cette convention. Et elle s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte au droit de garde ou de visite. Alors, juste une petite précision sur le droit de garde ou sur le droit de visite, c'est la terminologie qui est utilisée par la Convention de la Haye. Le droit de garde, on fait référence ici à l'autorité, l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle. Donc, maintenant, je vais laisser ma collègue intervenir sur la Convention de la Haye 1996, qui est un autre instrument qui nous pratique aussi. C'est ça. Donc, je vais vous présenter ce second instrument qui, pour le coup, n'est pas spécifique au déplacement illicite, mais ça nous semblait intéressant de mentionner quand même parce que c'est une convention qu'on utilise plutôt pour assurer la protection des mineurs à l'international et peut-être moins directement en lien avec la question de la médiation familiale internationale.
type de salaire que ça existe, il y a des choses vues. Donc, c'est une convention qui, comme ce titre indique, a été signée en 1993. On a moins de parties contractantes que pour la convention de 1980. On a 54 parties à l'heure actuelle. Et en France, on est en vigueur depuis 2002. Et nous, c'est un instrument qu'on va utiliser plutôt dans nos relations avec les pays hors Union européenne lorsqu'on a des inquiétudes sur la santé, la sécurité, le bien-être d'un enfant à l'étranger, ou que des pays étrangers veulent s'assurer de ce qui se passe pour un enfant en France. On peut passer à la suivante. Donc, cette convention, elle apporte plusieurs choses. Sur un plan déjà juridique, elle est utilisée par les juges pour savoir quel est le tribunal compétent pour prendre des décisions par rapport à un enfant. Elle permet aussi aux juges de déterminer quelle est la loi applicable dans un litige qui implique plusieurs pays pour déterminer la responsabilité parentale et les questions de protection de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment les volets à destination plutôt des avocats et des juges. Et pour les autorités centrales pour la coopération, ça nous donne une base légale pour faire des localisations. Donc là, on passe par les parquets, par les services de police, pour pouvoir demander des rapports sur la situation de l'enfant, donc les conseils départementaux. Et ça nous permet aussi de faire ce qu'on appelle signalement d'information entre pays. En tout cas, ça nous donne une base légale, un article qui nous permet de faire ça. Voilà, lorsqu'on a connaissance d'une situation qui nous paraît inquiétante à l'étranger, hors Union européenne. Mon collègue va vous présenter juste après le règlement des États de terre qui, là, au sein de l'Union européenne, nous permet de faire des choses d'ailleurs. Et enfin, la dernière intérêt de cette convention, c'est de permettre la circulation des décisions en matière de garde, en matière de protection des mineurs. Donc, avec quand même des procédures d'adéquation, c'est-à-dire que les décisions rentrées dans un pays n'est pas automatiquement reconnues à l'étranger en Union européenne, jusqu'à la mettre en œuvre. Mais au moins, cette convention prévoit le processus qu'on va mettre en œuvre dans une possibilité de faire reconnaître des décisions à l'étranger. Donc, le règlement Bruxelles de terre, comme je vous disais, fait écho à la Convention de l'AE 1980 sur les enlèvements internationaux d'enfants. Donc, c'est vraiment le dernier, je pense, le tout dernier règlement européen qui est rentré en vigueur, hein, puisque, comme vous le voyez, 1er août 2022, donc il s'applique à toutes les procédures en matière de responsabilité parentale et d'enlèvement international d'enfants, introduit à compter du 1er août 2022. Il s'applique à 26 États de l'Union européenne, je dis 26 et non pas 27, puisque le Danemark n'est pas signataire de ces règlements. Et en matière, donc, dans ces matières de responsabilité parentale, il permet de déterminer l'autorité compétente pour prendre les mesures de protection de la personne de l'enfant et les décisions en matière de responsabilité parentale. Enfin, c'est là la grande nouveauté de ce règlement, c'est qu'il y a un chapitre vraiment étoffé par rapport au précédent règlement européen sur les déplacements illicites d'enfants au sein de l'Union, et il renforce la coopération entre les États membres. Comme je vous le disais, un enlèvement ou une rétention illicite d'un enfant à l'étranger, c'est une situation d'extrême urgence. À la différence de la Convention de la Haye, le règlement prévoit un délai de 6 semaines. Non, la Convention prévoit aussi, donc c'est repris dans le règlement, un délai de 6 semaines pour le juge pour statuer et rendre une décision de retour ou de non-retour, si on est dans le juge de section, et 6 semaines pour pouvoir faire exécuter cette décision afin de favoriser donc un retour rapide de l'enfant. Le principe institué de l'audition de l'enfant, il est possible, ce règlement prévoit la possibilité de prendre par exemple des mesures provisoires pour maintenir les liens entre le parent lésé et son enfant déplacé, et il prévoit également un mécanisme pour faciliter la circulation
et l'exécution des décisions prises en matière de retraite. Pour compléter juste rapidement, effectivement, le grand avantage qu'on a, en tout cas dans l'Union européenne, avec ce règlement qui était déjà précédent, c'est que les décisions qu'on obtient en matière de retour d'enfants, on peut les faire exécuter sur des décisions. Ça, ça facilite quand même beaucoup les choses. C'est pas miraculeux, mais les résolutions, en tout cas, des personnes politiques au sein de l'Union européenne, et dans tous les personnages juridiques qu'on doit vous présenter, sont quand même grandement facilités. Vous avez quelques chiffres le nombre de volumes que ça fait? Alors, pour l'année, je ne les ai pas sortis exactement, mais pour l'année dernière, pour le service, on a eu, alors, tout confondu, c'était le déplacement de France à l'étranger et de la France. On a traité, je pense qu'on n'était pas dans les 300 déplacements, c'est un petit peu moins, comme 6. Et sur les dossiers de protection des mineurs, on en a eu on a eu un peu plus de 400. Et les dossiers de protection des mineurs sont Oui, de plus en plus. Et à savoir aussi qu'on traite également les demandes de CAFA. Avec le CAFA, avec un rapport, c'est une procédure de recueil d'enfants. Ça aussi, ça vient s'ajouter. Ça vous donne peut-être un peu une meilleure idée. Oui, c'est important. La situation, Des ordres de déplacement d'enfants. alors, je pense que par rapport aux déplacements d'enfants, la grande majorité des situations passent par des bureaux, mais c'est aussi possible qu'il y ait d'autres situations qui passent sur le radar s'ils ne passent pas par d'autres bureaux, parce que les parents ne doivent pas forcément des déplacements, qu'il y a une prescription spécifique, Et un pays comme l'Allemagne, la situation de protéger vraiment ces nationaux, est-ce que ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien? Oui, c'est pas public, et en même temps. D'accord. Donc, on vous a présenté le cadre juridique ça plutôt le déplacement ici. En tant qu'autorité centrale, bien évidemment, notre premier rôle, c'est d'informer les partenaires. On a un peu les chefs d'orchestre au final dans la situation où on arrive. Notre rôle, c'est de coordonner entre les différents pays, les partenaires que des délégations acceptées. C'est toujours le cas, mais on essaye. Et on essaye également, bien conscient aussi des limites déjà au sein de l'Union européenne, plus avec d'autres États, des États particuliers, là, je ne sais pas, de manière satisfaisante. On a aussi développé la médiation familiale internationale pour essayer d'avoir des accords amiables, pour essayer de faire quelque chose. Et puis, un peu comme vous disiez, dans une situation où on n'a pas de solution, où on a vraiment un blocage total, c'est un peu le dernier recours que donc, c'est dans ce cadre-là aussi aujourd'hui, ça sera la fin de notre propos, parce que nous cherchons à recruter les bonnes volontés. Et c'est pour ça qu'on a vu très rapidement aussi un petit peu sur le cadre de la médiation familiale internationale. Ça a déjà été en partie évoqué par Mme Galancia. La médiation familiale est connue par tous les textes qu'on vient de présenter. Déjà, la Convention de l'AE, qui commence à dater un peu quand même, en 1980, prévoit donc l'article 7 de 10. Je ne vous ai pas cité les articles naissance, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Mais en tout cas, prévoit noir sur blanc le rôle du politique. La Convention de l'AE en disant que quand c'est possible, il faut essayer de la faire. Et puis, c'est particulièrement poussé par les instruments internationaux et notamment le règlement statutaire. Oui, c'est l'article 25 qui se passe qui disent bien que même au cours des procédures judiciaires, c'est la médiation, il faut essayer en tout cas de systématiser la composition. Alors, on n'arrive pas encore à mettre en place des médiations dans toutes les procédures judiciaires de déplacement. Il y a des pays qui font, notamment l'Allemagne. L'Allemagne a un processus assez intéressant où ils font une césure en fait, de la procédure de première audience devant le juge, et après, il y a une césure avec une médiation obligatoire. Ça fonctionne pas, et après, le juge revoit tout le monde. Donc ça, nous, on n'en est pas encore à ce stade-là en France. On a des juges mieux spécialisés pour prendre des décisions en matière de déplacement et d'enfants. Et le recours à la médiation, donc, vraiment, c'est ce qu'on cherche à pousser.
Et enfin, au niveau international, et c'est là-dessus que vous faites votre attention, vous le connaissez peut-être pas, il y a ce qu'on appelle des principes de Malte, édités par un groupe de travail qui dépend de la conférence de Malte, qui se sont réunis pour réfléchir à la manière de pouvoir l'institution familiale internationale, et à définir en quoi c'est spécifique et quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Et ce groupe de travail a fait un guide des bonnes pratiques. En fin de PowerPoint, il y a un lien de façon de diffuser. On a à la fois le guide des bonnes pratiques et un document de 4 pages qui est un petit résumé, parce que le guide est très intéressant, mais il fait quand même du temps de voir ça en passage. Mais en tout cas, il souligne vraiment les aspects spécifiques de la médiation internationale. Les caractéristiques essentielles des médiateurs familiaux internationaux, ce qui a déjà été développé par les précédents intervenants, c'est d'avoir les formations portées, d'avoir la connaissance quand même des instruments et la compétence linguistique et culturelle. Et sur le processus de médiation, il rappelle vraiment l'essentiel qui doit sous-tendre toute médiation, bien entendu, mais aussi la médiation particulièrement internationale, la participation volontaire des parties, toujours remettre au centre l'intérêt de l'enfant, la confidentialité, l'impartialité. Voilà. Et vraiment, le petit point spécial des médiations familiales internationales, c'est que ça peut être compatible avec les systèmes juridiques différents qui peuvent être homologués dans les pays concernés. Et donc, par contre, en France, il n'y a pas de texte qui va spécifiquement la médiation familiale internationale. Donc, on se réfère en fait au cadre national existant, qui pour le coup, vous devez connaître, je rappelle. Mais donc, la médiation, elle est définie par une loi qui date de 1915, qui dit que c'est un processus structuré par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution variable de leur différend avec le médiateur. Cette médiation familiale, elle peut intervenir hors intervention judiciaire, parce que une médiation conventionnelle qui est initiée par une partie, ou elle peut intervenir en cours de chose. Donc ça peut être soit suggéré, soit imposé par le juge. Et là, encore une fois, on a le champ d'action. Là, encore une fois, on a des textes assez récents qui essayent de prévoir la réalisation, qui donnent au juge plus en fait, je sais que c'est l'article 1061 du Code de civil. C'est une dernière modification qui dit que le juge peut maintenant en langue. Genre, voilà, donc ça peut passer à ce moment-là. Quand on est, l'avantage du cadre judiciaire, c'est que ça permet de passer par le juridictionnel. Quand on est hors cadre judiciaire, mais je peux vous apprendre bien, il y a les barèmes de la CAF. Le juge, eh ben, elle est tenue par le ministère de la Justice et de juridiction. Oui, les 2 médiateurs. Dans le cadre judiciaire, oui, dans le cadre judiciaire. En France, parce que c'est écrit, c'est jamais été défini. Mais je ne sais pas si l'aide juridictionnelle, elle couvre les frais de médiation ou pas. Oui, si les gens rentrent dans les critères de l'aide juridictionnelle. Mais tout à fait. Mais quand c'est ordonné par un juge, effectivement, ça peut être pris en charge aussi de l'aide juridictionnelle. D'ailleurs, sur le site du ministère, quand vous voyez les listes des médiateurs internationaux, c'est marqué ceux qui acceptent l'aide juridictionnelle et ceux qui ne l'acceptent pas. Comment j'ai vu que c'est classé par IMARC, leurs honoraires et la prise en charge de séjour, etc. Voilà. Mais je n'ai pas vu. L'honoraire, c'est quand c'est exercé en libéral hors cadre judiciaire. Effectivement, en tout cas, si le médiateur accepte d'intervenir à l'aide juridictionnelle, donc ordonné par un juge, ça fait un. Donc, c'est quand même un des avantages qu'on a de la médiation judiciaire par rapport à l'aide juridictionnelle. Après, nous, dans le cadre des déplacements illicites en France, on essaie de promouvoir pour le moment, c'est la médiation le plus tôt possible, mais avant la procédure judiciaire. Ouais. Et c'est là qu'on a un vrai, c'est là qu'on a un vrai problème, qui est les honoraires des médiateurs libéraux, qui sont totalement légitimes, parce que c'est une prestation compliquée qui demande des compétences. Mais c'est vrai que pour certains parents,
c'est un vrai frein, parce que ça coûte comme un avocat en fait. Et les parents, ça, ils n'ont pas forcément en fait comme médiateur, ça peut coûter la même chose comme avocat. Donc c'est vrai que pour nous, c'est plus intéressant. On essaye d'élargir notre réseau pour pouvoir proposer aussi des médiateurs qui sont consensuels des cas et qui donc adaptent au moins quand même leur tarif aux revenus des parents. On va passer à la dernière slide, donc ça me permet de faire la transition avec ce que vient de vous dire ma collègue. Donc, nous avons une liste de médiateurs internationaux que nous cherchons également à étoffer. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient venir intégrer donc, notre liste, nous vous présentons donc, les différents critères d'éligibilité. Donc, tout d'abord, être titulaire du diplôme d'État de médiateur familial ou équivalent ou un diplôme de médiation transversale couplé à une aptitude spécifique dans les litiges familiaux internationaux. On prend aussi les diplômes étrangers. Les diplômes étrangers également. Il faut être inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel française, maîtriser une ou plusieurs langues étrangères, et si vous pouvez justifier de votre niveau par une certification obtenue, c'est encore mieux. Bien sûr, nous faire part et nous justifier de vos expériences ou de vos aptitudes avérées dans le domaine de la médiation familiale internationale. Et donc ensuite, des pièces plus classiques comme justificatif d'identité, l'assurance responsabilité civile et un extrait de casier. Voilà. Et prouver qu'on n'a jamais enlevé vos enfants. Comment? Et prouver qu'on n'a jamais enlevé vos enfants. Ça peut vous permettre sinon d'avoir une expertise. Voilà. Et c'est simplement pour rebondir très sur ce qu'a dit ma collègue. Donc, on cherche effectivement à étouffer notre liste. Et pour ce faire, on est en train aussi de développer un partenariat avec la FNAF. Ici, on a un projet d'organiser une formation. Le cadre n'est pas encore plus défini que ça, parce qu'il y a pas mal de choses à considérer. Mais l'idée, ce serait pour les gens qui sont intéressés, qui rentrent en fait dans ce cadre-là, de pouvoir mettre en place une formation pour, vraiment sur au moins une journée, pour rentrer plus dans le détail de la spécificité des médiations internationales des enfants, pour faire intervenir des acteurs diversifiés et pour préparer peut-être cette inscription. Là, on vient vraiment faire de l'information et du je ne sais pas si on peut dire pré-recrutement. La sensibilisation. Et le but, c'est aussi que, voilà, de garder dans mon point de la tête qu'il y a ce cadre juridique qui existe, parce qu'en fait, même hors des classements internationaux, vous pouvez tout à fait être confronté à des situations où il y a des éléments internationaux, de savoir aussi qu'on existe. On vous donne notre contact et les documents dont on a parlé, je fais une petite slide avec les... Dans la formation que vous préconisez, il ne faut pas oublier l'analyse de pratique. Je pense qu'elle s'impose dans des situations extrêmement complexes. Il ne faut pas oublier ce temps important d'analyse de pratique. Est-ce qu'on est tous des médiations, il y en a tous. En tant que directeur, on est tous obligés de mettre de l'analyse de pratique. Mais parce que là, on est à la finale. Je dirais plus que d'autres au niveau de l'international. Je pense que là, nous avons. Merci. Peut-être on est nombreux, je pense, à pas connaître votre structure. Peut-être juste avant de passer à la question, parce qu'il y a des questions. Vous épargnez, c'est clair. Donc peut-être juste pour vous dire que consensuellement au sein du DEGIC, nous sommes référentes sur la médiation familiale. Vous avez des plaquettes, au moins quelque chose sur le site du ministère, bien. On va nous envoyer et on a quelques cartes de visite. Et vous avez donc l'adresse structurelle de la médiation familiale, donc c'est à tour de rôle. qui répondront. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Non, c'était juste par rapport au déficit quand on parlait de plusieurs facettes effectivement de la médiation familiale internationale. Parce que moi, de ce que vous retenez pour l'instant, il y avait un gros focus aujourd'hui sur effectivement. Oui, parce que nous ça n'est pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais on promeut la médiation dans ce cadre-là. En tout cas, c'est dans ce cadre-là qu'on a un besoin important.
Ah oui, je suis encore d'accord. Mais ça peut être bien quelque chose, ça peut être un divorce avec des parents de 2 nationalités différentes. Voilà. Mais alors là, ça ne va pas être traité par notre bureau. D'accord. Mais ça peut aussi s'apparenter à une immigration dans un cadre international dans lequel il peut être utile de connaître aussi le droit de pays. Avec des risques. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que ça va bien avec la table ronde, mais les médiateurs qui interviennent ne pas du tout que sur les situations illicites. On a intérêt qu'il faut travailler avec les ambassades, ça présente le possible, vous êtes de neutralité. Peut-être juste ajouter, parce que j'ai eu un commentaire sur la visio, excusez-moi, donc effectivement, qui me disait, mais il n'y a plus de médiateurs familiaux au sein de votre service. Et donc, effectivement, c'est ce que j'avais évoqué en préambule. Oui, il n'y en a plus, puisque ça a été remanié et que d'où aujourd'hui aussi, effectivement, cette ouverture effectivement vers la CNAMEF et vers les médiateurs familiaux. Voilà, c'était pour répondre. Ce que je vous propose, donc, c'est effectivement de continuer pour un tour de table. On a le timing qui reste encore restreint. Donc, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir évoquer, que effectivement, Madame Ganancia et Madame Amengual puissent évoquer 2 situations qu'elles ont rencontrées et qu'à l'issue de ces situations, eh bien, il y a un échange qui soit fait notamment par Pierre Grand de son expertise et donc de sa vision aussi des choses, ainsi que les magistrats qui sont là. Donc voilà, donc effectivement la première intervention, la première situation que je voulais. Donc la première situation, je propose donc à Gulnare Amengual de pouvoir l'évoquer. Et donc, à l'issue de cette situation, eh bien, effectivement, que les acteurs présents autour de table puissent vous expliquer comment voilà votre regard de professionnel aux uns et aux autres. Le Japon. Bonjour. Tout d'abord, je voulais dire que la formation, je l'avais faite il y a quelques années. Dans le service, c'était toujours intéressant effectivement de la faire. Il y avait quelque chose qui avait retenu mon attention, mais bon, ça n'a pas été évoqué aujourd'hui, c'était par rapport au délai. On avait attiré notre attention en nous disant attention au délai. Quand vous mettez en place une médiation, parfois, on n'instrumentalise pas la médiation. C'est-à-dire, il partait du principe que quand un enfant a quitté son lieu de résidence vers un autre pays, on peut imaginer qu'au bout d'1 an, il s'est bien installé dans son nouveau pays, il est scolarisé, il a des habitudes, et de faire attention à ce point-là. Ça m'avait attiré l'attention à l'époque, je sais pas, ça remonte, je crois, à 2016, on nous avait sensibilisés à ça. Et c'est vrai que même si le magistrat va s'appuyer sur des éléments concrets pour voir est-ce qu'il est mieux dans ce pays ou dans un autre pays, d'être très, très attentif au délai, ça, voilà. Par ailleurs, c'est vrai, donc nous sommes inscrits sur la liste des médiateurs internationaux sur le site du ministère de la Justice. Et on a eu différentes situations, d'ailleurs, par l'intermédiaire du site. Et je voulais juste dire qu'effectivement, aujourd'hui, là, on a beaucoup parlé d'enlèvement d'enfants, mais on a des situations assez différentes. Succession, parfois, entre différents pays. La kafala, donc, qui a été abordée, qui est un système, il n'y a pas d'adoption dans les pays du Maghreb. Donc, parfois, il y a des familles qui prennent en charge un enfant, qui s'engagent à l'éduquer, à lui apporter protection, éducation, etc. Mais il ne peut pas hériter, il ne peut pas… Et donc, parfois, ces enfants-là arrivent en France. Et donc, dans ce contexte-là, comment faire? Parce qu'on ne peut pas passer de la kafala à l'adoption. Il y a des étapes. Et donc, on a eu une situation comme ça. Donc, la maman était marocaine, le papa français. Et il y a différentes étapes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est le juge des tutelles qui nous a adressé, par exemple, cette situation-là. Et il faut passer par l'étape de l'adoption. Avant, il faut que l'enfant soit français. Après, pour qu'il puisse adopter l'enfant. Et il y a eu pas mal d'allers-retours et de discussions par rapport à des situations. Et au départ, il y a un conseil de tutelle qui se met en place, etc. Donc, je ferme la parenthèse pour ces situations un peu, entre guillemets, différentes par rapport à aujourd'hui. Là, j'ai choisi une situation qui est le Japon. Ce qui arrive souvent, c'est que même quand 2 parents habitent dans un même pays, quand le conflit arrive, souvent, un des parents revient à son pays d'origine. Parce que c'est plus rassurant, parce que le système judiciaire lui est peut-être un peu plus favorable, etc. Et donc, cette situation-là, c'était 2 parents, donc
je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas trahir. Mais donc, un parent français et un parent franco-japonais. Et donc, bon, je vais le dire, donc, la maman qui est franco-japonaise est partie donc, au Japon avec l'enfant. Il y a eu une décision en France qui avait été rendue. A priori, c'était un divorce à l'amiable. Et très rapidement, les choses ont dégénéré, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir aussi, on a accueilli donc, en novembre, il y a une délégation japonaise qui est venue du bureau des affaires familiales de la Cour suprême du Japon, parce qu'ils sont dans une réflexion par rapport à l'autorité parentale. Au Japon, l'autorité parentale conjointe n'existe pas. Donc, au Japon, c'est juste un seul des deux parents. Tant qu'ils sont ensemble, l'autorité parentale est conjointe, mais dès qu'ils se séparent, il faut qu'ils se mettent d'accord lequel des deux parents va avoir l'autorité exclusive. Et donc, souvent, 80% des fois, ce sont les femmes qui ont cette autorité-là. Et même dans les mœurs, d'après ce que nous ont dit ces magistrats, même dans les habitudes, ça va de soi, dans leur logique, dans leur éducation, dans leur culture. Si, par exemple, un parent a l'enfant et son éducation, sauf s'ils se mettent d'accord entre eux, c'est rare que l'autre vienne régulièrement demander l'école, le ci, le ça, et c'est confié à un des deux parents. Et donc, cette situation-là, c'était dans ce contexte-là. Donc, il faut savoir qu'il y a, je crois, j'avais des chiffres que j'avais relevés, plus de 150 000 mineurs chaque année qui partent au Japon et souvent les parents n'ont aucun moyen de les retrouver. Il y a même des associations qui se sont montées. Alors, le Japon est signataire de la Convention de la Haye. Il est signataire, mais le Japon, est-ce qu'il joue le jeu? On ne va pas rentrer dans un truc qui est polémique ou pas, mais c'est vrai que ça pose question. Il y a des retours. Il y a des retours, il y a des améliorations possibles. En tout cas, ces magistrats qui sont venus, donc cette délégation qui est venue en novembre, ils étaient très intéressés de savoir comment se pratique la médiation, l'autorité parentale, quelles sont les décisions qui sont prises. Ils nous ont dit qu'au Japon, pour le moment, quand il y a médiation, elle se fait dans le bureau du magistrat. Il arrive que le magistrat sorte du bureau et c'est laissé donc, aux acteurs qui sont là, sociaux et autres. Mais voilà, mais quand même, il y a en tout cas une démarche, d'ailleurs, ils nous ont envoyé un questionnaire, je ne vais pas vous le lire, mais qui tournait tout le temps autour de l'autorité parentale. C'est quelque chose qui les questionne beaucoup, et de voir comment on travaille la médiation en France, quelle est notre relation avec les juges, et à quel point on peut rentrer dans un... Est-ce qu'on fait des rapports au juge ou pas? Bon, on a expliqué ce que c'était, la confidentialité et tout, très factuel. Donc, ils avaient des questions très poussées quand même. Donc, c'est peut-être que ça présage de quelque chose qui va bouger, en fait. Et donc, dans cette situation-là, le père n'a plus du tout eu accès à son enfant. Pendant des années, il s'est débattu. Au départ, il avait des droits de visite, il avait même, quand l'enfant avait les vacances scolaires au Japon, l'enfant venait, il pouvait le rencontrer dans un espace médiatisé, etc. C'est ce qu'avait demandé la mère et tout. Sauf que tout s'est ligué pour que ça ne se mette pas en place. Et ce père, comme beaucoup d'autres pères, se débattent beaucoup au Japon et font ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à l'enfant. Il y a des enfants qui disparaissent pendant des années. Et à ce jour, donc ça fait plusieurs années, je dirais presque 7 ans ou plus, 4 services de médiation quand même, et aucune possibilité pour le moment, en tout cas, pour le père d'avoir accès à son enfant. Et ça me tenait à cœur quand même de rapporter cette situation du Japon, parce qu'entre le fait de signer la Convention de la Haye et de l'appliquer, il y a parfois beaucoup de latitude. Et puis la langue utilisée pour Gunnar, comme cette non, là, elle était franco-japonaise et lui, il était français, donc on a utilisé le français. Et elle a accepté la médiation? Oui, alors c'est elle qui a demandé la médiation au magistrat, mais en fait, sans porter de jugement, mais parfois, ce n'est pas parce que les personnes demandent la médiation, c'est qu'elles le veulent vraiment. Parfois aussi, ça peut être une approche, et c'est vrai que bon, les versions étaient très éloignées, même le rapport d'expertise, il y a eu un rapport médico-judiciaire, enfin le rapport d'expertise disait que les versions étaient très éloignées, enfin, c'était pas possible de continuer en médiation puisque l'un disait rouge, l'autre disait bleu, l'un disait, enfin,
voilà, vous connaissez le principe de la médiation, bonne Et l'enfant foi, avait pu être entendu. bonne foi, justement, transparence, qu'il aurait pu se positionner. aucun accès à l'enfant, aucun accès à l'enfant. À partir de là, on n'a pas pu. Non, mais même le papa pouvait échanger normalement avec l'enfant par visioconférence. Bon, lui, il parle de chaise vide. Excusez-moi, si vous pouvez, je suis là une seconde. C'est vrai qu'avec les bruits derrière, le problème, c'est qu'on est une petite salle et tout de suite, en fait, ça vient gêner les personnes qui parlent. Donc, voilà. Merci, c'est gentil. Bon, voilà, bon, j'ai voulu un peu mettre en avant, je ne sais pas, par rapport au Japon, comment vous voyez les choses? C'était une procédure de déplacement illicite. Dans votre exemple, il y avait. Oui, en plus, d'après ce le que juge japonais avait été saisi d'une demande de le juge aussi avait été saisi et en fait, le père, il disait, moi, je ne peux pas rentrer là-bas parce que si je rentre là-bas, on m'arrête. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit. Alors, moi, j'avais posé la question aux magistrats quand ils sont venus en novembre parce que ça m'avait interpellée. Bon, les magistrats, ils disent non, il n'y a pas de raison qu'on l'arrête. Pourquoi il aurait été arrêté? Parce que il a dit qu'elle avait l'autorité parentale exclusive et qu'il y avait des jugements qui avaient été rendus qui n'étaient pas, donc qui l'autorisaient pas a priori à venir. Lui, il disait que selon lui, moi je n'ai pas pu savoir parce qu'ils avaient des versions tellement contradictoires, elle aurait signalé. Et il y a une chose que j'aimerais aussi dire, que souvent les personnes signalent des mauvais traitements. Signale violence psychologique, violence physique. Et d'ailleurs, ça interroge parce que quand on signale des mauvais traitements, des allégations, ça interroge par rapport au décret qui est passé en France en juillet 2020, qui dit que quand il y a allégation de violence psychologique ou physique sur le conjoint ou l'ex-conjoint ou sur l'enfant, est-ce que le juge peut ordonner ou enjoindre? Et donc, je me demandais en médiation internationale aujourd'hui, comment ça se passe en France? Est-ce que si on fait référence à ce décret, les juges ne vont pas du tout inviter, ensuite vont enjoindre ou ordonner, puisque s'il y a allégation. Et souvent, dans les contextes comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel, mais souvent, il y en a un des deux qui dit qu'il y a ou violence physique ou violence psychologique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'espace médiatisé avait été demandé. Au départ, ça ne l'avait pas été. Et selon donc, cette personne, le papa serait agressif, etc., alors qu'il est à l'autre bout du monde et qu'il échange par Skype. Enfin bref, moi je ne sais pas. Donc c'est vrai que quand il y a des versions tellement contradictoires, et donc elle aurait signalé des choses qui fait que lui ne pouvait plus rentrer dans ses vies. Oui, ça c'est ce qu'il avait dit. Et quand on a des versions comme ça contradictoires, et donc 4 services de médiation, pas de médiation possible, et à ce jour, donc le père pas accès à son enfant. Depuis plus de 3 ans, je crois qu'il ne l'a pas vu maintenant. Avant, il avait accès par vidéo. Et c'est vrai que c'est une situation qui interroge dans la mesure où on parle beaucoup des États signataires, des conventions, etc. Mais s'ils ne les appliquent pas, comment ça se passe? C'est certain que là, ce que vous décrivez, c'est une situation qui malheureusement n'est pas unique, hein, qu'on connaît, d'un État qui, a priori, n'applique pas de manière satisfaisante la Convention de la Haye. Et c'est aussi très, très courant, et je vois que Mme Capocia a hoché la tête, hein, qu'on ait le déplacement, et qu'après coup, il y ait de la part du parent ravisseur qui ait des allégations de violence, que ce soit physique ou psychologique. Très souvent, on s'interroge aussi parce que ces allégations, elles arrivent quand même, pas tout le temps, hein. Parfois il y a déjà eu des procédures à l'état de non, mais parfois on savait que le conflit existait avant, mais il arrive aussi que la plainte pour violence, elle arrive une fois que le parent est parti avec l'enfant dans l'autre État, alors qu'il n'avait jamais posé auparavant de plainte ou voilà, il n'avait jamais eu ces allégations auparavant. Donc c'est vrai que nécessairement ça interroge. Le timing interroge beaucoup. Dans ces situations-là, quand on sait que au niveau des systèmes juridiques des pays, c'est compliqué pour appliquer la Convention de la Haye, c'est là qu'on essaie de pousser un peu la médiation, avec des succès très, très variables, hein, parce qu'un parent qui ne veut pas participer à la médiation, d'autant plus s'il a l'autre bout du monde, c'est compliqué de le forcer. Et d'ailleurs, sans même de l'application de la médiation familiale. D'ailleurs, ce papa me disait, moi je suis européen, et c'est vrai que la maman, elle est franco-japonaise, mais dans sa culture, peut-être, elle accepte l'autorité parentale exclusive, et on accepte le fait qu'un seul parent élève son enfant, sauf qu'en France, l'enfant doit avoir accès à ses 2 parents.
Et c'est vrai que c'est ça qui rend compliqué les choses. Oui, mais au départ, au niveau de si l'enseignant était mentionné dans le divorce, je suppose que vous avez parlé de l'enfant, et donc il y a un jugement Jacques. Donc, comment se fait-il qu'elle prenne la nouvelle procédure qu'elle a instituée au Japon pour la valider au détriment de celle qui avait été faite antérieurement en France? Après, c'est pas qu'elle a. Lui, au départ, il était d'accord que l'enfant soit scolarisé au Japon. Enfin, ils ont fait ça d'un commun accord. Ça change un petit peu les réponses. Bah oui, mais c'est après qu'elle a plus eu accès à son enfant. Oui, donc c'est pas un déplacement institutionnel. Il n'y a pas de déplacement. C'est pas un déplacement. C'est-à-dire que. C'est une question de revisite, pardon. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, c'est-à-dire qu'au départ, il a Un week-end sur deux, le week-end vacances scolaires, Paris, Tokyo. elle ne pouvait plus revenir pendant les vacances scolaires, il ne pouvait plus aller là-bas, il était arrêté à la frontière. Parce que j'ai dit que c'est un déplacement illicite, non? Non, vous l'aviez pas dit, vous avez compris. On avait. C'est une question. Vous avez dit que le Japon ne voulait pas appliquer la convention. Après, il y a la question de droit de visite quand même. Mais oui, j'avais compris. Non, ce que j'ai dit, c'est que je dis qu'au Japon, c'est l'autorité parentale exclusive. Et en France, c'est l'autorité. En Europe, enfin, en France, c'était l'autorité parentale conjointe. Et du coup, après, il n'a plus accès à son enfant. C'est-à-dire, au départ, ils étaient partis sur une base, sur un divorce d'un commun accord. Ils ont convenu de certaines choses. Et après, il n'a plus accès à son enfant. C'est différent. Mais j'ai dit dès le départ qu'en France, ils avaient l'autorité parentale conjointe. Et au Japon, c'était l'autorité parentale exclusive. Ce qui fait que après, ça a orienté les choses différemment. Et là, ce qui vient complexifier, je pense, la résolution de ce cas-là, c'est que comme l'enfant habitait au Japon, en fait, sa résidence habituelle était au Japon, c'était les juridictions japonaises qui étaient compétentes et le droit japonais qui était applicable. Non, parce que l'enfant n'habitait pas au Japon. Il a transféré en fait la résidence. Il a signé des documents. Il a même signé des documents. Voilà, et à partir de là, en fait, c'était des choses. Et quand tu dis que là, ce monsieur, donc il risque d'être arrêté donc, à la frontière, ça veut dire qu'il a commis une infraction. Donc, non, parce qu'il a été accusé, comme je disais, de violence. Oui, il y avait une procédure pénale par ailleurs. Il lui posait plainte au Japon, il avait peur de mais donc il avait peur, mais qui n'était pas fondé sur quoi que ce soit, puisqu'il ne voyait pas l'entrée. Après, c'est un vaste programme. Mais ce que je voulais dire, c'est vrai que souvent, aussi dans ces situations-là, il y a des accusations, il y a des allégations. Et ça interroge aussi par rapport au décret, enfin à la loi qui est passée en juillet 2020. Ça se pose en même temps. Quand tu habites à Nîmes et que la maman ou le papa déménage dans le Pas-de-Calais, tu sais que ça se passe aussi vachement fort, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité parentale conjointe, ils ont la résidence en alternance, le juge le décide, paf, la maman part en disant rapprochement familial et de travail, et donc c'est pas légal, et ça s'entend, et puis c'est bien compliqué. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec cette question que vous amenez du problème de la culture, du territoire, de la distance et tout, avec aussi ce que les parents veulent gérer, ils veulent travailler, ils veulent faire payer à l'autre, donc on est sur des conflits parentales, le conjugal. Et ce que vous disiez était très important pour moi, c'était comment, à un moment, on va pouvoir, à travers l'enfant, lui faire décoller des parents avec qui on lui a expliqué et que nous, on ne peut pas le faire quand il y a une médiation, enfin, les personnes sont au bout du monde, ça va être difficile de recevoir l'enfant, de le voir, et je ne crois pas du tout que la vision nous permette. Donc, ça va être vraiment un travail de lien qui va faire tiers. Ben, c'est comment on peut rapprocher ça. Oui, mais c'est vrai que quand on veut encourager la médiation familiale internationale, et le juge français ne peut plus enjoindre ordonner parce que tout de suite il y a allégation de violence. C'est à l'appréciation du juge, hein, maman. Après, pour la TMFPO, que le juge ne peut. C'est que pour la TMFPO qu'on peut faire allégation de violence. Dites-moi si je me trompe, mais c'est que dans le cas de la TMFPO. Non, alors, c'est compliqué parce que tu dis, mais c'est à l'appréciation du JAF. Non. Allégation de Philippe Canel, au colloque, il a été très clair là-dessus, allégation.
Oui, mais l'allégation simple allégation interdit aussi d'ordonner, mais par contre, mais de recevoir leur accord. mais ils peuvent venir en conventionnel, par contre. moi, C'est à la prestation de savoir aussi inviter les parents et inciter les parents. En tout cas, ce qui est noté, c'est qu'effectivement, bon, merci beaucoup parce que du coup, Patricia, tu ne comprends pas. Excuse-moi, je croyais que j'étais tout ça. En tout cas, ce qui amène, on le voit bien comme la médiation familiale de façon classique. Hein, ces sujets-là, on les a aussi dans tout type de médiation familiale. Là, je voudrais juste revenir sur le sujet effectivement de la médiation familiale internationale. Merci beaucoup pour ce que tu as évoqué. Juste peut-être, alors on n'aura pas le temps à mon avis aujourd'hui de voir les 4 situations, mais en tout cas, ce qui me semblait peut-être aussi important, c'était votre regard par rapport à la visio, parce qu'avec chacun d'entre vous, on a pu échanger sur la visio, les pratiques que vous aviez vous par rapport aux autres pays. Et voilà, en tout cas, c'était quelque chose que tu as évoqué, Gulnare. Et j'aurais voulu avoir votre regard aussi vis-à-vis de ce format-là, parce qu'il faut savoir que nous, dans le cadre de la commission médiation familiale au sein de la FENAMEF, on est en train de travailler sur une méthodologie par rapport à la visio, alors c'est plutôt une visio, pour le coup, là, nationale, on va dire, en tout cas qu'on n'a pas forcément intégré la médiation familiale internationale. Et aujourd'hui, il n'y a pas de positionnement clarifié de la FENAMEF, puisque, encore une fois, c'est en cours dans le cadre d'une commission. Mais en tout cas, de toute façon, il faut avancer sur la visio et notamment sur l'international. Et ce que j'aurais voulu, c'est avoir peut-être votre regard à vous concernant la visio. Voilà. Est-ce que Monsieur Grand, est-ce que vous voudriez, est-ce qu'on avait aussi eu un échange et je trouvais que c'était intéressant d'avoir votre regard. Alors, le regard n'est peut-être pas sur la question que vous posez, mais C'est le regard de Pierre. on peut y revenir. Quand je vous écoute, en tant que praticien de la médiation familiale, et ce que j'écoute au niveau de la médiation familiale internationale, différences et similitudes. Il y a beaucoup de choses au niveau de la médiation familiale qui sont bien repérées au niveau de la médiation familiale internationale. Je regarde parce que je suis un peu plus ancien, je dirais, par rapport à cela. Il y a quelques années, l'Université de Lyon, en Suisse, développait une formation à la médiation familiale internationale, qui était sous la responsabilité de Jean-Pierre Bonatouchny et de Justine Sarr. On connaît bien. Et bien d'autres aussi. Et donc le contenu donc, de cette formation, au-delà de ce que vous venez donc d'évoquer, sur la connaissance donc, du droit, mais aussi sur l'interpénétration donc, de ces lois différentes, et il y avait quand même un moment relativement important, puisque cette formation était dispensée autour de 120 heures. Rendez-vous compte, 120 heures. Et ça coûtait cher en Suisse. Et ça coûtait relativement cher. Il y avait quand même des modules relativement importants sur la culture des différents pays, sur les rituels, sur tout ce qui fait que aussi l'histoire de la médiation dans certains pays. Il y avait aussi la question donc de la religion qui était un module relativement important, mais aussi le module aussi important, c'est comment travailler ensemble. Il y avait aussi la question donc des interprètes, parce qu'on ne connaît pas tout. Hein, on a dit tout à l'heure qu'il fallait que dans le profil, le profil du médiateur familial international, il fallait peut-être connaître, non pas peut-être, mais au moins une langue. Connaître une langue. Pratiquer la médiation familiale avec un diplôme d'État. Bien connaître les lois. Être au clair avec différentes cultures. Être au clair aussi, puisque la langue de la médiation, c'est la traduction. Les experts, le milieu de l'expertise. Comment allons-nous travailler ensemble? Je pense qu'il faut redévelopper ou développer, à l'occasion donc de cette idée de médiation familiale internationale, il faut développer une interdisciplinarité avec des valeurs communes. Je pense que le contenu de la formation que la FENAMEF et que vous allez travailler ensemble, il ne faut pas perdre cette orientation-là de ce qui se prépare aujourd'hui d'une société conviviale avancée. Il faut préparer le convivialisme de la médiation familiale internationale. Parce que c'est l'avenir. Parce que c'est l'avenir. Il y aura de plus en plus de conventions, ou plutôt, il y aura beaucoup. Regardez Erasmus, tous ces jeunes qui voyagent et qui se marient et qui se démarient.
avec l'amour défunt. Avec l'amour défunt. Eh bien, la dernière histoire que je peux rapidement raconter. Papa est français. Il se marie avec une Australienne. Les enfants sont nés en Nouvelle-Zélande. Mais comment faire? Comment faire? Mais aussi se rajoutent les grands-parents. Papy, mamie, qui veut avoir de nouveau aussi les petits-enfants à la maison. Tout ce qui est compliqué est impossible. Tout ce qui est complexe est possible, selon Edgar Morin, avec ce que vous venez donc de dire au niveau de la connaissance. Je crois qu'on ne s'invente pas médiateur familial international, parce que je pourrais vous dire aussi, moi qui suis formateur aussi, moins il en sait, plus il est efficace. Je me porte aussi un peu en faux. Il faut avoir un minimum, quelque chose de l'ordre d'un plus de minimum de connaissances, me semble-t-il, pour faire ce que vous proposez. Excuse-moi, je n'avais pas répondu à ta question, mais Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes tous des médiateurs familiaux et des magistrats, mais on est là aussi, voilà, ça se structure différemment, mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel, c'est qu'on apporte des éléments de réponse aux uns et aux autres. Moi, je voudrais demander au début si vous proposez systématiquement médiation dès que vous êtes saisi d'une demande de réseau. Oui, alors on aimerait le pousser davantage, c'est pour ça qu'il nous faudrait une liste plus étoffée. Mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on a mis en place, en tout cas quand on est saisi, nous, par nos homologues étrangers, d'une situation de déplacement, on écrit aux parents, systématiquement dans la lettre aux parents, on indique qu'il y a cette liste de médiateurs internationaux qui peuvent y recourir. Quand on saisit les procureurs de la République, on remet aussi pour nos collègues que ça existe. On peut être en appui au juge s'il le souhaite. On commence à voir, à force de formation, il y a quelques collègues qui commencent un peu à s'en saisir. Moi, j'ai un dossier là dans lequel j'ai eu une décision de retour qui n'est pas encore exécutée et où la procureure en charge pense à faire une médiation dans le cadre de l'exécution. Et c'est vrai, quand elle m'en a parlé, moi, tout de suite, je lui ai dit... Parce que j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait la formation à l'ENL, du parquet de service qui pouvait faire une médiation. Je pense pas qu'elle était là, mais c'est une parquetière avec laquelle on travaille souvent. Les parquets ont été très intéressés par mon intervention. Ils ne savaient pas que c'était possible. Et donc, certains commencent à s'en saisir. Vraiment de le rappeler à chaque fois qu'on peut. Quand les parents sont intéressés, on donne la liste, on leur dit qu'il ne faut pas du tout penser que la procédure est un obstacle. Et surtout, si ça ne fonctionne pas au début, on peut la reprendre après. Moi, c'est le message qu'on essaie de faire passer. Mais il faut qu'on travaille encore à étoffer notre réseau et à trouver comment mieux la présenter. Et c'est vrai que l'idéal, excusez-moi, avec la visio, du coup, comme vous parlez, je suis désolée encore une fois, mais du coup, pour qu'aussi les personnes en visio puissent écouter. Merci. L'idéal, quand vous êtes les autorités centrales sont saisies d'une demande, c'est faire la médiation en amont, avant la saisie. C'est ce qu'on essaye de faire là-dessus. Après, c'est compliqué. Ça revient parfois au stade de l'exécution, quand la procédure est finie, mais c'est beaucoup plus marginal. Il est tellement en situation de force qui veut exécuter parce qu'il y a une décision, mais quand même, pas tellement. Ça n'empêche que faut essayer de préserver les intérêts de l'enfant parfois. Et parfois, ça peut permettre de mettre en place aussi l'étape d'après, c'est-à-dire de saisir le juge qui est complètement fou pour organiser vraiment la garde, puisque le retour, c'est ce qu'on avait, c'est que le retour. Ça ne présage pas en fait de qui des enfants et qui va avoir quelle place. Mais effectivement, c'est mieux d'essayer de le mettre en place dès le départ. Mais oui, parce qu'ils ne sont pas alignés par les procédures. Il faut dire que la Convention de la Haye en elle-même, elle est derrière. Parce que quand le parent, voilà, il y a le retour, et puis l'article 13b, alors là, qui force quasiment celui qui a enlevé à invoquer tous les mots de la terre aux parents après. Donc, on a eu une situation aussi comme ça, la dame était partie, enfin, vous étiez en France, et puis quand il y a eu le jugement, alors après, elle a déposé ses enfants en Roumanie chez les grands-parents, là-bas, parce que du coup, on aurait reconnaît que ce soit les grands-parents qui viennent.
et elle est restée quelque temps là-bas avant de revenir dans un autre pays européen. Mais pendant 3 ans, il y a eu des procédures. Même la Roumanie avait demandé que les enfants reviennent en France. Impossible. Donc, il y a eu toutes les étapes, première instance, appel, cassation. C'est très haut pour, et tout ça, ça prend du temps. Ça veut dire pendant 3-4 ans, les enfants sont coupés de l'autre parent et le temps que la procédure se... D'où l'intérêt de la médiation. Ouais. Et pour revenir sur la vidéo, c'est je pense que ça s'adressait peut-être plus aux médiateurs parce que voilà. Mais en tout cas, nous, c'est un outil. Ce qui nous semble, par ma collègue, nous dira s'il n'est pas d'accord, mais je pense que pour les médiations familiales internationales, ça nous semble quand même très utile. Alors moi, c'était plutôt sur le protocole. C'est vraiment sur le protocole. Réfléchir, oui, justement, alors, de s'approprier la visio et surtout de réfléchir au cadre proposé pour les parents, de comment, alors au-delà de vérifier l'identité, aussi de vérifier le parent qui est à distance, est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un médiateur qui soit présent avec lui à distance? Si ce n'est pas le cas, à quel endroit on envisage de faire la visio? Par exemple, le domicile, ça ne me paraît pas très indiqué parce que c'est compliqué de vérifier les conditions autour. Donc, peut-être même alors là, je pense beaucoup parce que ça n'existe pas, mais peut-être même d'avoir des partenariats avec des médiateurs dans d'autres pays pour pouvoir encadrer. Par exemple, faire la visio dans un consulat, c'est ça? Dans un consulat, c'est un peu particulier, le consulat, je trouve quand même, parce que il y a diplomatiques strictes notées. Mais si on fait le parallèle, par exemple, avec les vidéos qu'on met en place quand même de plus en plus dans les tribunaux, quand pour une audience, on veut entendre quelqu'un, on convoque la personne à l'étranger dans un tribunal. Et comme ça, c'est vrai qu'au moins, on oui, mais le tribunal, est-ce qu'il va accepter parce que non, je ne dis pas qu'il faut le faire pour la médiation. Parce qu'il y a cette idée de parallélisme. Pas la faire derrière un écran, il faut être motivé. Moi, je vais dire, tu viens de donner tout à l'heure un document pour alimenter très fortement tout ce qu'on va vouloir faire en commission. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir avec la vidéo. En live, c'est vraiment, il y a un cadre, il y a une éthique à tenir, il y a plein de choses, parce qu'on fait ça dans notre travail, mais encore plus comment on va s'appuyer sur les partenaires. Oui. Moi, ce que tu as dit. Oui, puis je pense qu'il faut clarifier le cadre. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui est derrière l'écran. Hein. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une confidentialité partagée. Il va falloir travailler ces conditions-là. Même un accord de confidentialité s'impose, me semble-t-il, parfois. Oui, Oui, Daniel, tu es d'accord avec ça? Oui, moi je fais. Il y a un paragraphe spécial pour la visio dans mes conventions de médiation. Dans différents secteurs de médiation internationale, sont entendus des médiations internationales, on fait signer aux personnes un engagement de confidentialité qui indique le lieu de la médiation, comment tenir le matériel informatique, s'assurer de